Tu es en train de courir, tu t'arrêtes, tu te dis putain, mais oui, bien évidemment. C'est ce qui a créé tous les influenceurs rentiers immobiliers de l'époque. Il n'y a pas de truc où je vais finir en prison ou je sais pas quoi. En métropole, tu te trompes de ville, mais tu peux vraiment avoir un bien que tu as acheté 100 000 et il se retrouve à 80 000 6 ans après, tu vois. Il y a des gens qui savent même pas qu'on peut intégrer les travaux dans le primo. Genre, tu pourrais faire un exemple du calcul en différentiel. Et en gros, le calcul, c'était de se dire... Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie, de passionnés d'investissement et d'immobilier. que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Tu aurais pensé, toi, faire un podcast à un certain moment Ouais, carrément, quand Dans je suis un gros consommateur de Ouais. podcasts, ouais, carrément. Ouais. Mais genre, il y a... Quand t'étais courtier, genre, il y a genre... combien de temps déjà Courtier, Ouais. Moyen Âge. 2004, quand je suis arrivé, donc 2014 à 2019, jusqu'à la création Et du tu, Voilà. tu t'es dit, genre, je vais monter une entreprise, je vais avoir un podcast, je vais avoir un... Genre, tu t'es dit, ça, tu avais déjà en tête ou sinon ça arrivait en mode, ok, opportunité, allons, quoi. Alors, avoir une entreprise, oui, parce que j'ai toujours été indépendant. Je n'ai pas été longtemps salarié moi, dans ma carrière. J'ai toujours été indépendant, donc il y a toujours un projet derrière de faire une boîte. J'ai déjà eu d'autres boîtes avant, vente de vêtements, etc. Et sur la partie podcast, non, parce qu'à l'époque, je n'étais pas consommateur forcément de podcast, donc je n'avais pas forcément ça à l'idée. Mais dès que j'ai consommé du podcast à fond, je me suis dit, waouh, trop cool, Ouais. ça va être une belle expérience. Mais podcast à fond, parce que du coup, c'est plus ton côté, j'aime apprendre des trucs ou c'est genre juste divertissement Ah non, c'est forcément business et Ouais. forcément développement personnel. Donc c'est beaucoup des Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, où là c'est un plus gros podcast français Mhm. sur l'entrepreneuriat et c'est hyper intéressant. J'aime bien son approche et du coup, ouais, t'as l'impression d'être avec des potes quand tu vas courir, t'as l'impression d'être, ou même t'es en voiture, t'as l'impression d'avoir des potes dans les oreilles et derrière t'as de la valeur de ouf, quoi. Ouais. Donc, Et ça, c'est... Tu sens que ça t'a... Est-ce que tu arrives à constater le fait... Est-ce que ça t'a aidé ou pas, tu vois, ouais, mort, il y le a fait plein de trucs. d'avoir, Vous le voyez pas forcément, parce que je vous dis pas Ouais. que tiens, j'ai eu cette idée-là en faisant ça, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on a aussi aujourd'hui dans les différentes boîtes qui sont soit qui viennent de bouquins, soit qui viennent de podcasts, quoi. Donc des idées, des trucs où tu es en train de courir, tu t'arrêtes, tu te dis putain, mais ouais, bien évidemment. Ouais. Évidemment. Voilà, demain matin, on y va, quoi. Ouais, moi je le vois quand même mais dans la structure, tu vois. Il y a des trucs qui sont structurés, je dis, ah ouais, ça sort pas de nulle part, quoi, tu Ouais. vois. Soit t'as l'expérience, t'as 10 ans et tu t'es craché, je sais pas C'est combien de fois, soit t'as une structure quelque part et t'as appris ça quelque part, quoi, tu c'est vois. exactement ça. Et c'est pareil dans l'immobilier, c'est que tu t'imprègnes en fait de l'expérience et des crashs des autres et de ce qu'ils ont pu apprendre et tout, à travers les bouquins, les biographies ou même les podcasts, pour derrière toi l'implémenter sans avoir eu les 10 ans de galère avant et tu t'arrives direct quand c'est fait, quoi. Tu adaptes un peu à ton business. Ouais. mais- Et pour je veux bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours quand tu es arrivé en tant que courtier. Enfin, pourquoi tu t'es dirigé là-dessus? Pourquoi tu es courtier en primo? Pourquoi courtier en primo? C'est assez facile. Moi, à la base, j'ai fait des études dans la banque et du coup, j'ai commencé à un poste de banquier particulier classique. Et en fait, ça me plaisait pas. J'étais assez déçu du taf parce que c'était finalement du commerce et puis avec des bâtons à compléter tous les mois. Et c'était de la vente finalement de cartes bleues, de PEL, de machin. Et en fait, c'est pas ça qui m'avait animé et qui m'avait attiré vers des études de banque, de banquier. Et du coup, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était le côté projet. Tu vas te dire, bah tiens, le banquier, c'est lui qui va t'accompagner, qui va t'aider à réaliser tes projets, que ça soit des crédits conso pour des voitures, des travaux ou autres, ou alors carrément le must, c'est le crédit immobilier. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un poste où le job c'était de faire que des crédits immobiliers, je me suis dit, bah jackpot, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça pendant 5 ans. Et du coup, le côté indé, juste pour savoir, le côté indé, ça t'a genre plus attiré ou genre tu t'en foutais, c'était juste vraiment le Ah, moi poste j'étais déjà indé avant. Ah, En fait, ok, j'ai juste été salarié finalement dans ma vie 4 ans quand j'étais chez Generali pour tout ce qui était protection sociale des indépendants. Et après, ça a toujours été des postes en indépendant. Côté liberté, ça c'est
Toujours, ouais, j'aime bien faire comme je veux. Bah, et ça vient du coup, je pense, de chez Generali où j'avais plein d'idées. C'était un peu, c'était à la campagne, un peu à l'ancienne. Et je me disais, mais on peut trop faire ça, ça peut trop marcher. J'avais vu ça dans une vidéo, j'ai vu ça dans un bouquin, etc. Et en fait, bah, eux, un peu à l'ancienne, ouais, non, ça marche comme ça, donc on va rester comme ça. Et moi, je me sentais un peu bridé en me disant, mais ça, c'est sûr que ça fonctionnera à fond. Tu vois. Et après, je l'ai retrouvé même après en étant indépendant, mais pour quelqu'un. Tu vois. En me disant, mais tiens, là, on a une base mail. Moi, à l'époque, du coup, j'étais vachement dans la formation et tout, sur le marketing. Et je me disais, on pourrait exploiter ça. Et forcément, je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait de l'accord. Et du coup, je me dis, mais je pourrais gonfler mon CA de ouf en faisant ça. Malheureusement, j'ai pas le droit. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, au moins, il n'y a personne au-dessus et tranquille. Quoi. Tu étais courtier de 2014, c'est ça? 2014 à 2019, fin 2019, début là. Mais t'as connu de belles années, du coup, sur la partie moi, c'était même quand j'en parle aujourd'hui à nos partenaires courtiers, ils me disent, ah, mais toi, ça compte pas, t'étais dans la période où les taux étaient. Tous les mois, on recevait les grilles des banques qui te disent, bah, tiens, ce mois-ci, le taux, c'est ça, etc. Et tous les mois, c'était encore plus bas, encore plus bas. De toute façon, t'allumais ta télé, ils parlaient que de ça, les taux bas, extrêmement bas, anormalement bas. Et du coup, ouais, ça n'arrêtait pas. Tu avais des taux des fois à 1,20, on se dit, bon voilà, c'est sûr, on est arrivé au plus bas. Et le mois d'après, tu avais du 1,10, voire il y avait forcément un collègue ou un gars qui avait financé à 0,90. On se disait, c'est ouf. Quoi. Donc ça, plus le fait que les banques avaient les vannes ouvertes, parce que du coup, ça a pimpé le marché immobilier. Donc tout le monde avait une plus grosse capacité parce que les taux étaient plus bas. Et du coup, forcément, beaucoup plus de volume. Donc les banquiers voulaient un peu chacun leur part du fromage. Et du coup, des conditions bancaires beaucoup plus faciles. Enfin, style, tu pouvais financer sans apport assez facilement à l'époque. Tu avais même des banques qui faisaient du locatif sur du 25 ans. Tu avais des modes de calcul pour les investisseurs. Le différentiel, pour ceux qui connaissent, qui était genre registre royal. Tu pouvais enchaîner tes opérations, ça ne bougeait pas ton taux d'endettement. Alors, c'est pas le cas sur toutes les banques, mais sur certaines, c'était le cas. Et c'était assez puissant. Genre, tu pourrais faire un exemple du calcul en différentiel pour qu'on puisse se rendre compte de ce que ça change. Alors, en gros, ça concerne le taux d'endettement d'une personne ou d'un ménage. Et en gros, le calcul, c'était de se dire, on prend le loyer. Imaginons, on a 1 000 euros de loyer. On prend en face la charge qu'il y a. Donc, imaginons, la charge est à 700. Et en fait, la banque fait toujours une décote par rapport à ton loyer que tu touches. Elle considère que c'est du brut et qu'après, toi, tu vas avoir des charges. Et elle considère, en général, tu es à peu près, à l'époque, c'était 30% de charge. Alors, ça peut être 40, ça peut être 20, ça peut être 10. On a même vu à 0 des fois. Okay. Donc, la charge, c'est pas la mensualité, mais c'est 30%. Ah non, c'est juste qu'ils considèrent que ton loyer, c'est du brut. Donc, tu touches 1 000 euros, par exemple, et qu'ils vont te faire un espèce de forfait de charge entre la taxon, c'est-à-dire que tu vas devoir payer les 2-3 bricoles, etc. Ils considèrent que tu as 30% de charge. Et en fait, donc, du coup, sur un loyer à 1 000 euros, ils vont considérer qu'en rentrée nette, tu as 700 euros. Et en fait, si ton crédit en face, il était, par exemple, de 700 euros, ils considéraient que l'opération s'effaçait. Ça, c'est l'autofinancement de la banque. Elle considérait que le projet s'autofinançait. Donc en fait, ça ne rentrait pas dans ton endettement. Ça ne jouait pas, ça ne faisait pas plus ton endettement, il n'était pas plus élevé. Et tu avais même l'effet inverse, où quand ton loyer était à 1 000 euros, donc ils considéraient que tu avais 700 et que ton crédit était à 500, dans certaines banques, tu avais même 200 euros de capacité en plus. Parce que tu étais en cash flow, tu étais en positif sur ton opération, on va pas parler de cash flow pour la banque, mais tu étais en positif et du coup, tu pouvais même emprunter plus la fois d'après. Donc, pour tous ceux qui étaient un peu formés, avisés à l'investissement locatif rentable et les grandes époques du cash flow, etc., des gros cash flow, en fait, à chaque opération, tu pouvais encore aller plus loin. Bien évidemment, il fallait avoir de la trésorerie. Là, c'était plus du sans-apport. Tu pouvais faire sans-apport avec 1 ou 2 opérations au départ. Après, il fallait quand même avoir du cash. Mais à partir du moment où tu avais un équilibre entre ton cash et ton patrimoine, tu pouvais aller très très loin. C'est ce qui a créé tous les les influenceurs rentiers immobiliers de l'époque. Ils ont dû commencer en 2012. Et puis, comme ils avaient déjà le filon, ils étaient déjà formés, etc. Eux, dès que ça a commencé à baisser, 2014, 2015, 2016, ils ont explosé. Ils faisaient 3-4 opérations par an. Après, on en a rencontré pas mal sur les événements et tout, et les soirées où je participais, où les gars qui ont investi à cette période-là, ils ont souvent 7, 8, 10, 12 biens. Tu vois, contrairement à maintenant, aujourd'hui, quand tu parles avec quelqu'un qui a investi à partir de 2021, par exemple,
il a 4 biens, tu vois, en général. Parce qu'après, il est booké au niveau de l'endettement et que ça passe plus. Bah, du coup, pour faire le parallèle, maintenant, ce taux d'endettement n'existe plus. Du coup, ça veut dire que dès que tu fais une opération, même si derrière, tu es à l'équilibre au niveau de la banque, c'est-à-dire que ton loyer de 1 000 € décoté avec les 30% à 700 face à 700, bah, tu as 700 € de revenus locatifs qui viennent en plus de tes revenus du travail. Par contre, tu as quand même une charge de 700 en face. Donc, quand tu étais à zéro à l'époque, là, tu es peut-être à 15% d'endettement. En fait, en gros, là, actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'effacer la charge, ils rajoutent le loyer à tes revenus et du coup, ils recalculent en fait ton endettement par rapport Ils rajoutent, alors ça pour ceux qui faisaient pas de différentiel, ça a toujours été le cas. Oui, Et des oui, fois, c'est tu avais ça. même des banques qui croisaient les chiffres. Ils Ah disaient, ouais. bah là, en différentiel, on est bon. Par contre, en endettement réel, on est dépassé Oui, c'est ça. 50%. Voilà, ça, on s'arrête là, tu vois. Mais il y en a qui calculaient que en différentiel. Ouais. Et effectivement, ça a toujours été un peu le cas sur le taux d'endettement classique. Tu ajoutes le loyer, une fois la décote fait des 30%, au revenu, à la case revenu, et le crédit de l'immobilier rentre dans la partie charge avec éventuellement le loyer pour la résidence principale ou alors le crédit de la résidence principale, quoi. Donc ça joue, ça vient diminuer quand même, hein, le taux d'endettement, le fait qu'il y ait un loyer en face, mais c'est quand même beaucoup plus gros et t'es vite plafonné. Ouais. Aujourd'hui, déjà les taux sont revenus à la normale, là. On est en 2025. Et là, du coup, cette année, moi, j'ai plus ce retour-là de personnes qui me disent j'attends que les taux redescendent. Je pense que les gens ont commencé à comprendre que ça redescendrait pas, tu vois. L'année passée, on me disait souvent ça. On me disait souvent, bah attends, j'attends que les taux redescendent. En pensant que les taux à 1,5, 1,6 ou même à 1,2, c'était les taux normaux, en fait, et que ça allait revenir, en fait, à cette période-là. Ouais, t'as toujours une phase, c'est humain, hein, mais t'as toujours une phase d'acceptation, en fait, que le marché, que ce soit les prix de l'immobilier, que ce soit les taux, t'as toujours une phase où effectivement les gens se sont habitués finalement à du 1, 1,5 et quand ça commence à monter, avant qu'ils comprennent effectivement qu'ils acceptent en fait que les taux seront plus à 1 ou 1,5, en général il se passe un an. Donc c'est totalement logique que l'année dernière on a eu beaucoup de réflexions comme ça et qu'on l'a vachement moins maintenant, où maintenant ça y est, c'est accepté, c'est acté, on est reparti sur des taux normaux entre guillemets. Ouais. Après tu vois là-dessus, moi je viens contrebalancer un peu. Je pense que c'est surtout un manque d'information, tu vois, parce que quand tu vois la courbe, tu peux trouver n'importe où assez facilement. Tu demandes à ChatGPT et te fournit la courbe de l'évolution des taux sur 40 ans. Bah, tu vois que les taux n'ont jamais été à 1,2 en fait. Sur 40 ans, ça a toujours été entre 4 et 6, tu vois, partout. Donc en fait, quand tu vois les courbes sur 40 ans, tu te dis, ok, là, les taux normaux, bah, c'est ce qu'il y en a actuellement. Tu vois. Donc à ce moment-là, tu n'avais pas de logique possible de se dire j'attends que ça baisse. Je trouvais ça pas logique, tu vois, à ce moment-là. Quand tu prends les chiffres, c'est pas logique. On t'a donné quelque chose, t'as plus envie de revenir en arrière. Mais oui, mais moi je pense des fois aux gens qui, à l'époque, on avait rencontré en 2018, ou même que j'ai eu en tant que courtier, tu vois, où tous les voyants étaient ouverts, les banques prêtaient, les taux étaient bas, et qui se sont dit allez, j'attends d'avoir l'affaire du siècle ou la bonne opportunité, qui finalement ne sont pas passés à l'action. Mais aujourd'hui, ils sont complètement paralysés. C'est dur pour eux psychologiquement de te dire. C'est un peu comme un client qui va te dire je ne vais pas acheter votre appartement, votre studio à 80 000, je l'ai acheté le mien il y a 10 ans à 50 000. Pourquoi j'achèterais 30 000 € plus cher? C'est le même. Toi, c'est un peu. Quand tu as eu quelque chose, c'est un peu difficile de comprendre que les choses évoluent. Ouais, mais faut prendre le temps. Je pense qu'il faut prendre le temps de se renseigner. Tu vois, pareil sur le prix. Nous, là, actuellement, il y a des personnes qui souhaitent être accompagnés sur l'investissement immobilier. Par contre, ils nous disent j'ai acheté mon appartement à 7 ans dans la même résidence à tel prix. Je ne veux pas l'acheter là, 7 ans après, à plus cher en fait. Je dis, c'est pas logique, le marché augmente. Tu vois. On a fait les calculs sur le tampon. En 5 ans, on a pris quasiment 30% de la valeur au prix du mètre carré. Tu vois. Ce qui est monstrueux, c'est énorme en fait, tu vois, pour une ville, même pour le tampon. Tu vois. Quand tu prends la valeur au mètre carré global, ça a monté de 30%. Ça, j'en discutais. J'en discutais hier, j'étais à une soirée hier, et du coup j'expliquais justement que l'avantage à La Réunion, c'est ça en fait, c'est que tu peux pas trop te craquer sur un investissement immobilier dans le sens où partout sur l'île ça grimpe. Tu vois, tu fais en métropole, tu te trompes de ville. Tu prends une ville qui est en train de se faire déserter, où la démographie en baisse, etc. Tu peux vraiment avoir un bien que tu as acheté 100 000, il se retrouve à 80 000 6 ans après, tu vois. Parce que voilà, ils ont enlevé une gare ou un truc comme ça. À La Réunion, l'avantage, c'est que même dans des trucs où tu te dis, mais non, mais le locatif, ça marchera jamais là-bas, même ça, plusieurs années après, ton bien, le prix du bien a augmenté, le loyer, il y a toujours des locataires, parce qu'on a une grosse pénurie de logements ici. Donc, on va dire ton risque est minimisé, le fait qu'on soit sur une île et que... Après ce qui nous avantage là-dedans, c'est que l'évolution démographique de La Réunion, en fait, explose. En fait, ça continue à avoir du monde.
et continuer à avoir des activités de tourisme, etc., ça continue à grimper et c'est croissant. Donc en fait, ce qui fait que ça augmente. Tu as des villes quand même à La Réunion où ça n'a pas diminué le prix, mais ça n'a pas augmenté non Ouais. plus. Tu vois, des villes comme Saint-Tropez, des Avirons par exemple, Mm. Saint-Philippe, c'est des endroits où la valeur n'a pas chuté, ça reste stable en fait. Ouais. Donc dans le pire des cas, ça bouge pas. Oui, c'est vrai que je suis un peu faussé quand je dis en Ouais, général. ouais. Je prends toujours de Ouais, ouais, c'est la vrai. bande en gros Mais de c'est Saint-Denis le à- cas de 80% de la Ouais. Réunion, tu vois. Tu as des endroits où ça évolue moins fortement, tu as des endroits où ça évolue pas, mais ni à la hausse ni à la baisse. Donc Mm. là-dessus, c'est vrai, du coup, tu perds pas d'argent, tu vois. Quelqu'un qui a acheté il y a 10 ans, aujourd'hui, il s'y retrouve encore, tu vois. Ouais. Sur peu importe le secteur. Bon, ça après, quand je te dis en métropole, mais oui, dans certaines villes, ça peut être valable, mais en général, t'as jamais personne qui te dit j'ai acheté mon bien il y a 20 ans, j'ai perdu de l'argent, quoi. De manière Ouais. générale, même si c'est cyclique et que des fois, effectivement, il y a des baisses, comme ça peut être le cas là, pendant la crise en métropole ou certaines villes, bah, la bulle a explosé, du coup, le prix a baissé, mais l'immobilier, ça reste quand même la courbe. Quand tu regardes la courbe, tu parlais tout à l'heure de la courbe des taux, il faut regarder aussi la courbe du prix de l'immobilier Ouais. depuis Faut 1900 pas baisser, et hein. quelques là. C'est comme ça, quoi. Alors oui, Mm. tu as des petites vagues et tout, mais si ta démarche, et moi c'est ce qu'on préconise aux clients ou même aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier, si ta démarche elle est sur du long terme, du moyen long terme, et que tu veux pas faire du one shot, des trucs assez courts où là tu peux effectivement te planter si tu tombes au mauvais moment quand tu veux revendre. Si tu es sur une stratégie long terme, en général, je peux pas dire que tu perds pas d'argent parce que ça reste quand même de l'immobilier, ça reste quand même risqué ou quoi, mais c'est quand même, le risque il est quand même minime, quoi. Ouais, j'avoue que c'est plutôt. Bah, en vrai, après avoir fait le tour, euh, après là, je suis encore débutant là-dedans parce que je dois encore, tu vois, tout ce qui est bourse et tout, je n'ai pas investi encore, tu vois. Mais d'après ce que je vois, c'est vrai que c'est beaucoup moins fluctuant en fait. C'est le poste le moins fluctuant de tout ce qu'on peut avoir en Ouais. fait en termes d'investissement, même sur les entreprises. Je trouve que ça fluctue plus en fait que l'immobilier, tu Ouais. vois. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais venir, c'est pourquoi, euh, pourquoi d'après toi, les banques avant finançaient, à cette période-là, tu vois, finançaient beaucoup plus à 110%, et pourquoi aujourd'hui, en fait, quand tu vas voir une banque, c'est quasiment impossible d'avoir du 110%, tu vois. Bah, c'est très simple. Les banques. Déjà, si tu peux juste rappeler c'est quoi le 110% pour que Ouais, tout le le monde soit sur la même 110%, base. c'est quand, en gros, la banque te finance la valeur du bien plus des frais, et notamment les frais de notaire. Donc, en fait, elle va te faire un financement à 100% de ton prix du bien, plus 10% qui correspond plus ou moins aux frais de notaire, quoi. La raison, elle est très simple. Je pense que demain, tu poses la question aux banques. Si elles pouvaient, je pense qu'elles continueraient le différentiel, elles continueraient le 110% et autres. Parce qu'il y a, je pense, alors après, c'est mon avis perso, mais il y a eu une crise effectivement avec le Covid, etc. Mais je pense pas qu'il y a eu tant de défaillances de crédit, de choses, de gens qui sont trouvés en surendettement, etc. Ok. à cause de la crise. Je pense qu'elle a été. Ils ont prévu ça, anticipé ça, mais ça s'est pas vraiment passé. Donc je pense qu'elle serait prête à vouloir prêter et avoir des conditions plutôt sympas. Mais c'est le HCSF, en fait, le Haut Conseil de stabilité financière, qui en 2000, alors ça s'est fait progressivement, mais je crois que c'est en 2020, a commencé en fait à mettre la bride. Donc le HCSF, pour vulgariser, c'est un peu la police des banques qui dit bah, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Et en fait, bah, ils ont dit bah voilà, par exemple, bah, le taux d'endettement différentiel, on l'enlève. Maintenant, tout le monde calcule sur le même taux. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Ils avaient dit pendant un moment aussi, par exemple, la durée du crédit, c'est 25 ans maximum. Y compris, enfin je sais qu'il y a certaines banques qui du coup avaient ajusté leurs offres, c'est 25 ans, y compris le différé. Tu peux pas dépasser, etc. Bref, il y a eu plein de, je me souviens plus exactement de tout ce qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu la norme. Mais voilà, c'est le HCSF en fait, qui est venu brider les banques. Mais les banques, elles veulent faire du crédit. Le crédit, c'est pour la banque. Du coup, en parlant de podcast, j'ai écouté hier un podcast sur le directeur du Crédit Agricole. Pour la banque, le crédit immobilier, c'est un produit de fidélisation. Ouais. Tu changes pas. Tu fais ton crédit, c'est sur 20-25 ans, tu changes pas de banque tous les 4 matins. Par contre, une carte bleue, bah, tu peux très bien dire ah tiens, il y en a une moins chère ou elle est gratuite là-bas, je m'en vais. Le crédit, pour eux, ils captent le client à travers le crédit immobilier et après ils vont développer la relation. Ils vont essayer on appelle ça habiller le client. Ils vont habiller le client avec justement toute la relation client, assurance et tous les services qu'ils Ouais, proposent. c'est vrai que c'est les services pour une banque, les services annexes sont plus intéressants, tu vois, même les prix Ah oui. crédit conso, tu vois, tu es Bah, sur des taux à 6%, c'est à plus l'époque, des intéressant. taux à 1%, la banque ne gagnait, Ouais. ne gagnait pas d'argent elle gagnait de l'argent sur l'assurance emprunteur, elle gagnait de l'argent sur les trucs qu'elle allait mettre à côté. Mais sur le crédit, là, ça y est, entre guillemets, avec des taux à 3%, il y a une petite marge par rapport au prix auquel elle achète l'argent. Et là, oui, il regagne un petit peu d'argent, mais c'est pas dingue. Le plus gros, c'est du PIB, il est fait sur ça. Et du coup, le 110%, tu vois, bien souvent, la raison pour laquelle les banques veulent pas
se lancer dessus aussi, c'est que demain, en fait, la plupart du temps, tu as une hypothèque sur les biens immo. Demain, si tu n'arrives plus à rembourser ta mensualité, en fait, la banque, grosso modo, pour la faire courte, en fait, elle peut saisir le bien, le revendre, en fait, et récupérer ses billes dedans. Sauf que la partie des frais notaires, elle peut pas l'imputer à la valeur du bien, en fait. Ouais, exact. Donc, Bah, en fait, c'est ça. perdu pour elle. En fait, c'est une notion de risque, hein, le 110%. Ouais. Alors, je reviens à ce que j'ai dit. Je ne sais pas si le HCSF avait interdit le 110%, mais en tout cas, les banques ont arrêté de le faire, en tout cas moins régulièrement. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un banquier, en fait, c'est un analyse risque et quand il étudie ton dossier bancaire, en fait, il va regarder et effectivement, s'il t'accorde un 110%, tu as raison, il y a une garantie qui peut être soit une garantie à une société de cautionnement, soit une hypothèque quand on fait un crédit immobilier. Et en fait, il va regarder à demain, il arrive quelque chose, le client se retrouve en surendettement. Moi, un bien que j'ai financé à 100 000 euros plus 10 000 euros de frais de notaire, si je le revends et qui plus est en plus aux enchères ou je sais pas quoi, du coup, souvent les 100 000, déjà, tu récupères pas la totalité. Mais en plus, tu te prends en fait les frais de notaire entre guillemets dans l'os parce que tu as peu de chances de pouvoir les récupérer. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un peu le 110%, c'est un peu un risque que la banque prend quand elle te fait le crédit. Donc en général, mais à l'époque, alors avant que moi je sois courtier, donc avant 2014, donc je pense plutôt entre 2005, 2010, etc. Les banques refusaient même de financer les frais d'agence. Parce que c'était ça un peu le 110% de l'époque, c'était non, on te finance le prix du bien. Les frais d'agence, c'est des frais à part, c'est à toi de faire l'apport avec les frais de notaire, parce que demain, s'il y a un risque, il y a machin, on n'est pas sûr de récupérer ces frais-là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est admis par tout le monde que c'est inclus, alors que pas du tout. Tu vois. Pas admis par tout le monde. Non, je te dis ça, il y a des gens actuellement avec qui j'échange actuellement, mais qui ne savent même pas qu'on peut intégrer les travaux dans le primo. Ah oui, qui se disent en fait, je dois acheter l'appartement tel quel et après je me débrouille tout seul, tu vois. Donc, et c'est vrai que on a échangé avec des personnes où ils avaient eu des prêts sur 30 ans pour à l'époque, tu vois, pour leur résidence principale. Donc ça pouvait aller jusqu'à 30 ans. Caisse d'épargne, parfois proposée sur 30 ans à l'époque. Alors c'est rare, hein, moi je ne l'ai pas trop connu en 2014. Et puis tu avais une banque en métropole, une filiale du Crédit Mutuel qui faisait même des crédits sur 35 ans. Ah ouais, pour de la résidence principale. Il y en a qui ont chopé des bons trucs. Hein. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une filiale du Crédit Mutuel. Et sur toi, sur ton parcours perso, tu vois, c'est qui parce que tu as investi aussi personnellement, tu vois. C'est qui la première personne à avoir parlé IMO autour de toi, tu vois, avant que tu rentres dans tout le domaine de l'IMO, tu vois. Est-ce que tu t'en souviens? Ou c'était quoi tes premiers pas vraiment dans l'immobilier? Tu dis, putain. Je crois pas que j'ai eu vraiment de quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. Ah si, c'est bon. En tout cas, au cercle de ma jeunesse, mes parents n'ont pas d'immobilier, enfin la résidence principale classique, mais dans ma famille, pas trop d'immobilier non plus. Et je me souviens que quand j'ai pris mon tout premier appartement à Commercy, j'étais locataire et en fait c'était une SCI. Et moi, j'avais la gérante de la SCI qui gérait. Quand tu as loué ton premier appartement. J'ai loué, j'étais locataire. Ouais. Et je louais à une SCI, donc c'est une SCI à qui je faisais le virement tous les mois. Et puis, je sais plus, un jour, ça a maillé et elle me dit, mais je viens de voir qu'en fait, ça fait 3 mois que je peux le virement, il devait changer de RIB ou je sais pas quoi. Bref, il y avait un truc où elle me dit, mais ça fait 3 mois que je reçois plus votre virement. En fait, j'avais juste pas fait sur le bon compte. Et je me dis, ça fait quand même 3 mois que je paye. Elle s'en rend pas compte. C'est qu'elle doit quand même pas être. Alors, c'était un petit loyer, c'était 600 euros par mois, mais elle doit pas être quand même. Trop en galère et tout. Et après, en creusant, j'ai compris que la SCI, du coup, ils avaient tout le bâtiment. Et je comptais, du coup, le nombre de locataires qu'il y avait avec des logements similaires, voire un peu plus grands. Donc, 600 étages, je me dis, putain, mais c'est hyper rentable ce qui se passe là. Et là, j'ai eu, on va dire, la première graine. Après, ça n'a rien déclenché. Mais je me suis dit, putain, je paye tous les mois. Bah si, en fait, ça a déclenché le fait que l'appart d'après, je l'ai acheté. Pour moi. Ouais, ok. Et je suis pas retourné locataire. Je me suis dit, bah non, moi aussi, je veux faire ça. Mais je pense que c'était pas conscient, c'était un peu inconscient au départ. Et ouais, c'est ça, je pense. C'est le fait de me dire, il y a une SCI qui a un bâtiment, moi je paye tous les mois un loyer, c'est-à-dire que ça rentre dans sa poche. Et derrière, elle a son petit crédit pour son immeuble. Et en plus, c'était un beau bâtiment. Et je me suis dit, ça c'est cool. Je commence à mettre des billes moi-même. Moi aussi, je veux faire ça. Ça, c'est cool. Un peu jeune et inconscient, tu vois. Moi aussi, je veux faire ça. Sans derrière savoir que c'était possible ou quoi. Tu vois. Ton premier appart, tu l'as acheté en résidence principale, du coup? Ouais, premier appart. Ouais. J'étais en résidence principale. Alors, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait le crédit sur 15 ans, j'ai fait un apport, j'ai pas financé la totalité des travaux, j'ai payé une partie en cash. J'ai pas fait de différé, j'ai pas. T'as fait les travaux toi-même? Important, sous les conseils d'un ancien copain de l'école qui était banquier.
qui me Ah dit, oui, mais ok, non, ouais, fais sur d'accord. 15 ans, tu vas rembourser plus Ouais. vite, mets un apport, ça te fera une petite mensualité, Ouais. etc. Tu vois. Ouais, des conseils de Comme quoi, 2001, quoi. Bah non, parce que tu peux avoir bah non, ce conseil-là d'un banquier qui n'est Ouais. pas un Ouais, investisseur, ouais, tu clairement. peux l'avoir encore aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, ça marche pas avec le taux d'endettement et tout ce qui va avec. C'est pas intéressant Ouais. de faire ça, en fait. Ça te bride totalement, en fait, surtout la suite. Ouais. Bah, les banquiers on en revient sur l'analyse risque. Eux, plus tu fais le crédit sur une durée courte et plus tu mets d'apport, moins ils prennent de risques. Donc eux, ils sont contents, tu vois. Mais c'est pas forcément Ouais. dans l'intérêt du client qui, lui, a une vision peut-être d'investisseur. C'est un argument souvent donné à l'époque, ça. Parce que tu vois, quand tu vois la génération de mes parents, quand tu parles avec des gens qui ont investi, qui sont la même génération qu'eux, leur discours, c'est fais un projet, genre fais les travaux toi-même, ça coûtera moins cher. Fais un projet sur la durée la plus courte possible, comme ça tu rembourses vite, et dans 15 ans, tu pourras, Inch'Allah, profiter de ton bien, tu vois. Ouais. Ça marche pas. Ah bah, des fausses croyances sur l'immobilier, Ah il y en ouais. a plein. Déjà, en moyenne, en France, un projet, tu le gardes 7 ans. Ouais. Donc ça veut dire que même si, en général, les gens qui achètent dans l'immobilier, ils n'ont pas prévu de le revendre. Donc toutes les personnes qui même elles, n'ont pas prévu de le revendre, sous 7 ans, il y a de grandes chances qu'elles le revendent pour de changement de vie ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais du coup, le conseil n'est pas valable, en fait, parce que tu gardes rarement ton bien, en C'est fait, au-delà un de ton... conseil de banquier, qui n'est pas Ouais. un conseil d'investisseur. C'est-à-dire que c'est un conseil qui peut être valable si ta vision, c'est d'acheter ta résidence principale, que tu veux que le taux soit le plus faible possible, parce que plus tu as une durée courte, plus le tôt est faible, que tu veux, pareil, que ton assurance, que le coût de ton crédit soit le moins cher, que tu n'as pas d'autres projets derrière et que tu as du cash, ouais, pourquoi pas, ça peut être un bon conseil. Mais ça ne peut pas être un conseil valable pour 100% de la population. Ouais. Et encore moins si tu es investisseur. Ouais, c'est un tu veux conseil le qui devenir. arrange plus la banque que toi, finalement, en tant qu'investisseur. En fait. Ouais. Donc, d'où le fait que c'était donné à l'époque aux investisseurs et qu'eux, ils les répètent. Parce que ça arrangeait juste la banque de l'époque et aujourd'hui encore. Mais ouais, du coup, les mentalités n'étaient pas les mêmes. Et c'est vrai que souvent, ça bloque beaucoup de gens qui voient une vidéo sur Internet ou un podcast ou je sais pas quoi et qui disent bah, je vais me lancer dans l'immobilier, qui en parlent à table avec tonton Gérard et papa, maman et tout, qui eux ont cette vision-là et qui va dire non, mais le locataire il paye pas, il y a plein de gens, je connais un copain, machin et tout. Alors que quand tu regardes les vraies stats, par exemple, si on parle des loyers impayés ou je sais pas quoi, en France avant Covid, c'était genre 3%, tu vois, le taux de gens qui payent plus, pas les gars qui oublient de payer un mois ou quoi. Et en fait, ouais, tu as plein de fausses croyances qui font qu'il y en a plein qui sont paralysés en fait, qui ne passent pas à l'action parce qu'ils considèrent ça comme la vérité et ne vont pas chercher vraiment l'information, les stats et les moyens qu'ils auraient de pouvoir le faire. Tu vois. Mais, et du coup, ton projet est devenu quoi? Genre, tu l'as trouvé, tu l'as acheté, tu as fait tous les heures possibles, genre sur 15 ans, tu as fait... Ouais, alors sur la partie stratégie, non formé, donc je partais vraiment, j'allais dire avec mon couteau, mais c'est ça. Et en gros, les conseils d'un copain qui était resté, lui, à la Banque Populaire à l'époque. Donc on a fait le projet, je l'ai rénové un peu moi-même pour justement économiser un petit peu le coût de tout ça. Je l'ai mis en micro. Donc sur la partie fiscalisée, non optimisée, vraiment toutes les erreurs possibles. Et voilà, et j'avais quand même dans ma tête l'idée de me dire que j'allais pas rester dans le village où je suis né toute ma vie. Je savais que j'allais bouger plus tard, enfin à court moyen terme. Donc je savais que je le préparais quand même à la location. Donc en termes d'emplacement, j'avais pris quand même un super quartier dans la ville. C'est une petite ville, mais j'avais pris un quartier où il y a beaucoup de demandes locatives et tout ça. Et puis je l'ai terminé. J'ai vécu dedans pendant, je pense, moins d'un an. Et puis après, je suis parti à La Réunion. Et je l'ai mis en location du coup. Et c'était un projet qui, malgré toutes les erreurs que j'ai faites, était en autofinancement. Je crois que j'avais juste la taxe foncière à ma charge. Donc ça me rapportait pas d'argent tous les mois. Par contre, j'avais je crois que la taxe foncière était à 800 €, donc j'avais quand même 800 € à payer de ma poche. Mais derrière, le locataire a quand même payé mon crédit pendant. Je l'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû le vendre en 2021, je crois. Donc pareil, sur une ville où il ne s'est rien passé au niveau immobilier. Je l'ai acheté 60 000 €. Alors, avec tous les travaux et tout, ça a dû me revenir à 60 000 €. J'ai dû le revendre 63 ou 64 000 €. Par contre, derrière, moi, il m'avait payé presque 40 000 € de crédit. Donc, il me restait, je crois, peut-être 20 000 € de crédit. Donc, j'ai revendu 60. Donc, j'ai récupéré quand même 40 000 de ma poche que le locataire. Alors, moi, la première année, quand j'ai payé une mensualité tous les mois à la banque, là, c'est moi qui ai participé au remboursement de ce crédit-là. Mais le reste, en fait, c'est le locataire qui me l'a payé. C'est dans l'immobilier, ce qu'on appelle l'enrichissement. C'est en fait, même si tu es à l'équilibre, même si tu es en cash flow négatif,
Mais en fait, le locataire participe au paiement de ton crédit. Donc en fait, tu t'enrichis pas au jour J. Par contre, quand tu revends, tout ça, c'est pour toi, quoi. Ouais. En fait, c'est ça que les gens aussi ont pas mal de mal à comprendre sur la partie cash flow, c'est que il y a des gens qui se disent, ok, je te dis une bêtise, admettons que j'ai une mensualité, j'ai une décharge à 1000 euros, j'ai un loyer à 800 euros, je perds 200 euros par mois. Je dis non, tu perds pas 200 euros. Le locataire te paye 800 euros par mois. Ouais. Tu as 200 euros ta charge. Tu vois. Mais quand tu revends le projet dans 10 ans, c'est 800 euros fois 10 ans qui ont été déjà remboursés. Et donc, même si tu le revends au même prix d'achat, tu rembourses la banque ce que tu lui dois, mais ces 10 ans qui ont déjà été payés, tu récupères ton tour. Ouais, plus le prix de l'immobilier, si quand tu es à La Réunion, en plus, c'est envolé derrière. Mais c'est comme si je te disais, pour schématiser ce que tu viens de dire, tu as un effort d'épargne de 200 euros tous les mois pour avoir 800 euros par mois. Est-ce que tu fais ou tu fais pas? Tu me donnes 200 et tous les mois, je te donne 800. Oui, forcément, sauf qu'en fait, les gens ne le voient pas forcément de cette manière. Ouais. Et il y avait une image que tu avais utilisée il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais bien aimé, c'est tu as des gens qui ne veulent pas passer par un emprunt, tu vois, qui ne veulent pas faire un crédit IMO, etc. Et tu m'avais pris l'image du tiroir, en disant, c'est comme si tu as un tiroir à la banque de 200 000 euros et tu ne l'utilises pas, tu vois. Ah oui, ouais, le fait de ne pas utiliser sa capacité d'emprunt, ouais. En fait, ouais, c'est ça, c'est que tous les gens qui... alors ça, c'est valable, c'est une image qui est assez valable pour les gens qui sont en réflexion. De se dire, voilà, moi, imaginons que la personne a un CDI, a un petit peu de cash de côté, etc., un petit peu d'épargne, pas forcément énorme, mais tu vois, de quoi payer les frais de notaire, et elle attend. Et elle attend l'affaire du siècle, donc elle attend 6 mois, 1 an, etc. Mais en fait, toute cette période-là dont la banque est capable de lui prêter 150, 200 000 euros, elle ne l'utilise pas. C'est un petit peu comme si c'est de l'argent qu'elle avait, mais qu'elle n'utilisait pas pour, entre guillemets, faire fructifier son patrimoine. Alors forcément, les gens vont dire, oui, mais tu payes une assurance, tu payes des trucs, tu as un risque, etc. Oui, mais si tu fais rien, tu n'as pas de risque, mais tu n'as pas de rendement derrière. Donc en fait, c'est ce temps perdu, c'est pour ça qu'on dit beaucoup que le temps est une valeur hyper importante dans l'immobilier, que ce soit sur la plus-value, etc. C'est un petit peu comme si tu avais effectivement une capacité, mais que tu n'exploites pas, et que cette capacité-là est capable de te donner de l'argent, ou en tout cas le locataire est capable de payer à ta place tout ou partie de ta charge pour t'enrichir sur le moyen long terme. On en revient sur cette notion de moyen long terme, quoi. Ouais. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que sur les investisseurs, lorsque tu as vraiment des investisseurs qui sont aguerris ou qui ont un minimum d'informations, même ceux qui peuvent payer cash passent par des emprunts, en fait, parce qu'ils sont optimisés. C'est l'effet de levier de la banque. C'est qu'en gros, plutôt que de mobiliser l'exemple type, alors qui est grossi et qui aujourd'hui est peut-être un peu moins valable parce qu'il n'y a plus ce fameux taux en différentiel, c'est un client qui a 100 000, il peut acheter un studio. Par contre, s'il optimise avec l'effet de levier de la banque, il peut acheter, il peut prendre 5 apports à 20 000 par exemple, pour 5 projets. C'est ça. Donc il a 5 fois donc 500 000 euros. Du coup, s'il prend des apparts à 100 000, il a 5 fois, il a 500 000 euros, alors qu'avec le premier, il a que 100 000 euros. Je suis parti boire un café avec un pote il n'y a pas longtemps et il me disait, écoute, moi je ne vais pas passer par un emprunt, j'aimerais acheter un projet, j'ai 80 000 euros d'apport actuellement. En fait, passe par un emprunt et fais 4 projets, tu mets 20 000 euros d'apport. En fait. C'est ça. Donc ça va... Et 20 000 euros d'apport, c'est déjà un bel apport sur un projet. Si tu fais des studios T2, c'est largement suffisant. Souvent, les gens pensent aussi que 80 000, ils vont pouvoir faire une opération parce que la banque va demander 50, 60 000 euros pour faire un projet locatif. Non, tu prends un projet allez, je prends le plus petit, tu prends un projet à 50 000 euros, il te faut les frais de notaire, c'est à peu près 6 000 euros. Quoi. Donc, c'est une belle somme, mais c'est pas non plus. Si tu comptes les frais de banque et tout, entre 6 et 8 minutes, tout frais compris, tu vas être à moins de 10 000 euros. Dès que tu commences à avoir entre 10 et 15 000 euros, tu peux avoir des projets un peu plus gros, type T2, etc. Et dès que tu vas avoir plus de 20 000 euros, sachant qu'encore une fois, tu as des fois des tours de passe-passe par des banquiers ou des courtiers qui vont te permettre, si tu as le cash sur ton compte, de faire un financement encore aujourd'hui à 110%, qui te permet de ne même pas utiliser cette trésorerie-là, de pouvoir la garder pour autre chose. Quoi. Faudrait que je refasse un petit épisode avec Benjamin. Je crois que lui m'avait expliqué que sur 4 projets IMO en tout, il a dû mettre entre 20 et 22 000 euros d'apport. Sur les 4 projets ensemble, quoi, tu vois. Et c'est malin, tu vois. Genre, t'en as qui pensent qu'il faut avoir 25 000 euros pour un projet IMO, et t'en as d'autres qui, avec la même somme, font 3-4 projets, quoi, tu vois. Parce que c'est optimisé. J'essaie de faire le calcul en live, mais... Il a eu ces 2 petits projets, dont un 110% qu'il a eu sur un projet, en fait. Et juste les frais notaires, en fait. Juste les frais notaires, les frais de banque. Et franchement, c'en est bien sorti, tu vois. Et après, du coup, c'est dans ton parcours d'investisseur, tu as fait comme un petit peu. Donc, le premier projet, c'était celui-là. Ouais, alors j'arrive plus à savoir l'année, mais ça devait être ça devait être genre 2010 ou 2012, un truc comme ça.
Après, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à ce que j'arrive à La Réunion, donc en 2014-2015. Et puis, donc après, toujours un peu dans cette logique-là, de cette petite graine que j'avais eue à l'époque, mais sans vouloir faire de l'investissement immobilier, j'ai refait en fait la même opération. Donc moi, je suis resté locataire, comme j'avais pas d'activité au début. Je suis resté locataire tant que je pouvais pas emprunter. Et dès que j'ai pu emprunter, hop, direct, j'ai acheté un appart, un peu dans la même dynamique de me dire, bah tiens, je vais habiter dedans tant que je sais pas trop en gros ce qui va se passer. Alors il s'est quand même passé 2 ans pour pouvoir emprunter, comme j'étais indépendant avec les bilans, etc. Je veux pas dire que je suis arrivé à La Réunion avec un poste d'indépendant et que j'ai emprunté direct. Mais en gros, il s'est passé 2 ans et j'ai acheté, du coup, sur le Promenade de Saint-Pierre, résidence Le Patio, un T2 où je savais que demain, si ma vie évoluait, que je voulais bouger, rentrer ou je sais pas quoi, parce que je savais pas à l'époque combien de temps j'allais rester ici, tout simplement, je pouvais le mettre en location saisonnière. C'était juste l'emplacement de rêve, quoi. T'es face à la mer, la résidence, elle a de la gueule. Quand tu arrives, tout de suite, tu te dis waouh, génial. Quand je suis arrivé, moi, à La Réunion, il y avait des copains qui faisaient du beach tennis juste en face. Je regardais cette résidence-là et je me dis waouh, j'aimerais bien habiter là. En tout cas, c'est sympa et même pour du saisonnier, c'est même pour louer, c'est sympa. Donc j'avais déjà cette vision-là, un petit peu de me dire, je l'achète. Pour l'instant, je vis dedans, voilà, et après on verra. Donc j'ai acheté cet appartement-là qui a fini forcément en saisonnier. Après, j'ai acheté une maison à Terre-Sainte. Et après, j'ai commencé à me former. Donc là, on arrive en 2017. Donc, comme tout le monde, je vois, tu es sur YouTube, tu regardes un truc, puis tu vois une pub d'un mec qui te dit hey, il devient milliardaire en 5 minutes. Donc, tu zappes une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis là, tu en as un qui dit hey, j'ai acheté un bien immobilier, il me rapporte tant. Donc, tu écoutes, tu regardes, un peu un jugement, genre qu'est-ce que c'est encore ce rigolo. Et en fait, je regarde la vidéo en entier et je me dis mais ce qu'il dit, c'est pas con. Enfin, c'est pas, il y a rien de délirant, il y a pas de tour de passe-passe, il y a pas de truc où je vais finir en prison ou je sais pas quoi. Il a acheté, il a acheté un bien, il l'a valorisé, il l'exploite et il l'exploite en location meublée. Donc du coup, fiscalité optimisée. Et derrière, en fait, il a un loyer de 500 pour un truc qui lui rapporte 1 000 euros. Rien de ouf, tu vois. Ah ouais. Donc c'est tout, cette vidéo-là reste un peu dans ma tête et je crois que là pour le coup la vraie graine ou même le truc qui a commencé à germer, c'est un coup je fais un rendez-vous avec un client au tampon, un entrepreneur, et quand tu es courtier tu fais un peu un premier rendez-vous, une découverte de sa situation civile, son état civil, ses revenus, ses charges, ses patrimoines. Et là je dis vous avez des bails immobiliers, il me dit ouais là on est dans le garage, je suis propriétaire du garage, etc. J'ai ma résidence principale et là on commence à enchaîner. J'ai une maison aussi machin, puis là je suis en train de finir une construction machin. Je dis mais et moi dans ma tête un peu ce fameux fausse croyance me dit mais pourquoi il m'appelle, ça passera jamais, tous les crédits qu'il a c'est mort quoi. Et puis il me dit là j'aimerais bien du coup acheter, j'ai vu une petite maison au-dessus là, elle a l'air sympa, ça fait longtemps que j'ai les yeux dessus et là le mec a mis en vente, faites-moi une simulation. Et là je fais mon truc et tout, je sors ma calculette, puis je me dis putain ça passe. Ouais. Avec justement le fameux différentiel. Parce qu'en fait, à chaque fois, il avait des projets qui n'étaient pas dégueux. Alors, c'était pas l'autofinancement, il n'était pas en mode cash flow, etc. C'était vraiment un investisseur classique, quoi, sans formation. Voilà, il plaçait ses billes. Sauf que les loyers étaient plutôt intéressants, parce qu'il avait compris, lui, l'intérêt du meublé. Mais par contre, pas d'amortissement, donc il y avait de la fiscalité derrière, etc. Et du coup, je me dis, merde, ça passe, quoi. Et là, je fais le lien, je pense, dans ma tête entre la vidéo que j'avais vue avant et le mec qui a une ribambelle d'appartements et je fais un nouveau projet à 200 000 et ça passe. Et je me dis, pourquoi en fait je suis le mieux placé pour le faire. J'ai tous les banquiers à portée de main. Je suis pas trop con. J'ai des études dans la banque, donc je sais un peu les montages possibles, etc. J'avais dû prendre, j'imagine, beaucoup d'informations auprès des agents immobiliers aussi à l'époque sur les bonnes résidences et tout ça. Et puis, du coup, j'imagine, une deuxième vidéo est arrivée. Alors à l'époque, c'était Cédric Anissette avec Quitter la Rat Race. Je ne sais pas si c'est la première vidéo de lui que j'avais vue à l'époque. Je crois pas que c'était lui au début. Et puis là, il propose une formation où il t'explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour investir dans l'immobilier. Il y avait ce côté entrepreneuriat aussi qui avait toujours un peu trotté dans ma tête. Donc je me dis, putain, c'est un truc un peu global. Donc je paye sa formation. Donc première formation à 1200 ou 1400 euros. Tu te dis, est-ce que je me fais pas quand même un peu arnaquer ? Et puis après, là, le cerveau a explosé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. J'ai appliqué ce qu'il a fait. Donc, en gros, après, ça a dépoté parce que
Donc 2017, j'ai acheté ma résidence principale. Ça, c'était à peu près en même temps que j'ai découvert sa formation. Et puis après, j'ai acheté un immeuble en métropole. J'ai acheté un box de stockage à Saint-Pierre. J'ai racheté un appartement au Patio dans la même résidence. J'ai acheté... c'est tout. Puis après, j'ai acheté 2 maisons un peu après, là, il y a 2-3 ans. J'ai racheté 2 maisons à Terre Sainte. Donc après, en fait, je faisais 3 opérations par an, quoi, presque. Après, il y a eu un vide en 2020, quand j'ai créé Momalin. Du coup, plus de capacité financière, puisque nouveau dirigeant, nouveau gérant. Et mais tout ça s'est passé du coup entre 2017 et tout ce que je te dis là, c'est entre 2017 et 2020. Et après, les maisons à Terre Sainte, juste après, quoi. Ouais. Donc après, j'ai compris le truc. J'ai bénéficié du coup des taux bas et des banques qui avaient les vannes ouvertes sur le financement à 110, etc. Et du coup, j'en ai profité plein de balles, un peu comme les gars qu'on voit sur Internet. Ouais. Voilà. Tu as su mettre en place tous les... J'ai juste eu il y a un peu de chance quand même là-dedans. Ouais, tu vois. Je découvre la formation aujourd'hui. Tu peux toujours faire des choses, mais beaucoup plus compliqué d'aller aussi vite, et avec des taux bas, avec des grosses capacités d'emprunt, etc. Là, tout le monde est dans les starting blocks un peu en espérant qu'un différentiel reviendrait un jour. C'est la première question que je pose dès que je vois un courtier qui passe. Mais du coup, écoute, on verra. Hein. On va rester là. Ça serait game changer, un différentiel. Une banque, juste une, qui rouvre le différentiel. Ça peut être. Tout le monde va s'engouffrer dedans, tous ceux qui sont connus. Quand tu vois, même là, avec la situation actuelle, quand tu vois le taux de clients, je parle pour Imo Malin, mais qui reviennent vers nous, qui refont des opérations. Tu parlais tout à l'heure de Benjamin, il en a combien? 4 4 parce que du coup, le taux d'endettement est booké, il est à fond en fait. Donc il m'a dit, on attend. Donc des clients comme ça, on en a quelques-uns. Et du coup, forcément, tu casses cette barrière du taux d'endettement. Mais là, ils s'envolent, les gars. Ouais, c'est open bar. Mais du coup, Imo Malin, là, c'est quoi? Genre, quelle douleur tu viens enlever aux gens qui font appel à... En gros, c'était vraiment dans la continuité. Donc, je fais ces 3 opérations par an là, pendant 2-3 ans. Et puis, les gens me regardent avec des yeux comme ça en me disant, mais même des gens en fait où je me suis dit c'est pas possible qu'ils me croient pas, genre par exemple des directeurs de banque. Quand tu gagnes pas 10 000 euros par mois, hein, c'est bizarre. C'est ça, je gagnais pas 10 000 euros par mois et tout, mais les mecs sont quand même, pour moi, le directeur de banque, moi je suis issu du film bancaire, c'est quand même des mecs qui s'y connaissent, qui ont des montages, qui font beaucoup de bourses, beaucoup de placements et tout. Et là je leur dis non mais moi j'ai un appartement, j'invente 500 euros de crédit et puis je rentre 1500, 1800 par mois de loyer. Pas possible. Oui, ça n'existe pas. Je peux pas me dire pas possible. Je peux te montrer mon relevé de compte, c'est pas possible. Ou alors t'as eu de la chance. Parce que eux ont en fait des logements en nu, parce que eux aussi sont investisseurs. Mais un peu à l'ancienne. Mais du coup, ils ont effectivement 3-4 appartements, location étudiante en nu, où ils ont un crédit de 500 avec un loyer de 500 en face. Donc finalement, quand t'enlèves toutes les charges... Et ça, c'est une très bonne opération en nu en général. Carrément, j'ai un donc crédit, en fait, 500. si tu veux, ils ont un reste... Enfin, pas un reste à charge, mais ils ont un montant à payer tous les mois. Ils ont une dépense perso sur leurs opérations, plus la fiscalité qui vient s'ajouter, etc. Donc un petit jeune de 25 ans qui a un projet à 500 avec 1800 euros, c'est forcément un coup de chance. Parce que quand tu leur dis... Non, mais j'en ai 4-5 comme ça. J'en ai 4-5 comme ça, du coup, tu te crois pas. Et du coup, donc ça, c'était un peu le côté vraiment... alors, un notaire me l'a jamais dit, mais c'est vraiment les personnes que moi, je mettais vraiment assez haut dans le monde de l'investissement en général, qui te disent qu'ils te croient pas. Donc là, c'était voilà. Et puis après, tu as tous les copains, tu as les gens qui disent, mais Charlie, ce qu'il fait et tout. Je suis, non, mais les gars, j'ai rien fait de dingue. J'ai demandé un crédit à une banque. J'ai trouvé une bonne opportunité. J'ai demandé un crédit à une banque. Et je l'ai mis en location. Il n'y a rien de fou. Et en fait, c'est tout. Mais comment tu fais? Pourquoi? Comment tu as fait, etc. Et du coup, on veut les détails, on veut les coulisses. C'est ça, on veut dire, mais en fait, moi aussi, je veux le faire, c'est trop bien. Tout le monde est un peu une petite appétence pour l'immobilier. Tu as toujours envie d'avoir c'est plaisant de voir le loyer qui tombe tous les mois sur ton compte. Donc, tu as envie de faire ça, tu vois. Pas forcément à grande échelle, tu vois. Il y en a qui veulent juste un projet. Ok, c'est clean. Et du coup, je me dis, j'ai réfléchi à un truc et je me dis, écoute, ce que je vais faire une sorte d'accompagnement. Donc, je vais créer une session vidéo, une formation un peu vidéo, avec des rencontres où les investisseurs vont pouvoir se rencontrer. Et puis, je vais pouvoir alors coach, c'est un grand mot, mais je vais pouvoir les accompagner en disant, montre-moi les projets que tu visites, on les analyse ensemble. Et puis voilà, c'était les accompagner vraiment un peu main dans la main. Donc, c'était des groupes de 10 personnes max, comme ça, je les connaissais, etc.
Et puis en fait, le taux de passage à l'action réel à la fin, donc tu leur as donné tout ce que tu savais à travers les vidéos, à travers les one-to-one, à travers les échanges, etc. Tu leur donnes tout, mais il manque quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Il leur manque pas à l'action d'ailleurs, en fait. Ça ils ont pas. tout. Peut-être ils ont même acheté en plus une formation d'un gars sur Internet. Donc ils ont vraiment toutes les connaissances. Et ça passe pas à l'action. Mais il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas le petit coup de pied aux fesses qui fait que hop, ça y est, ils sont passés. Alors ils font plein de visites. Ils font des visites, ils prennent des formations, ils visitent des biens, je suis allé bien, etc. Ils hésitent, et puis finalement il y a toujours un truc qui va pas et ils passent pas à l'action. Donc tu en avais quand même, je crois qu'il y en a à peu près 20 ou 25%, donc 1 sur 4 qui avaient acheté. Mais c'est fait quand même 75% de gens qui sont venus vers moi parce qu'ils voulaient le faire et qui l'ont pas fait. Donc après on s'est dit pourquoi pas créer une boîte qui le fait pour eux. Donc encore une fois, on n'a rien inventé, c'est des structures qui existent déjà en métropole, on l'a juste adapté au marché réunionnais et on arrive au clé en main où là, alors là pour le coup, les 75% des clients là que j'avais à l'époque, alors là m'ont laissé les clés en disant c'est toi qui vas le faire ? Ok gars, vas-y, je te laisse faire, fais. Et là on a réalisé les premières opérations et là pour le coup le client ne fait rien, il a toujours cette envie, mais et la douleur qu'il a c'est que soit il n'a pas le temps, soit il n'a pas les connaissances, soit il n'a pas envie. Tu vas avoir des clients qui ont effectivement toutes les formations possibles et ils ont vraiment envie, mais derrière en fait ils bossent, ils ont une vie de famille, le week-end ils n'ont pas le temps de faire des visites, quand il y a une pépite et qu'il faut être réactif, ils n'ont pas forcément cette capacité à pouvoir visiter rapidement. L'autre, tu vas avoir le gars qui a toujours un peu les connaissances, donc il va faire sa visite, il rentre chez lui, il a son tableur Excel, il saisit tous les chiffres, donc, tout est ouvert, il faut y aller. Ah mais si j'oublie un truc, je pars quand même sur 25 ans de crédit, c'est quand même un gros montant. Si je me craque, c'est mort. Donc en gros... En plus, faire rénover telle pièce, je sais pas comment on fait. Ouais, voilà. Et encore, sans penser à tout ce qui... Parce que là, en fait, quand tu fais ta simulation sur ton tableur, t'es dans l'œuf, quoi. Il n'y a encore rien fait, quoi. T'as pas trouvé d'artisan, etc. Donc en fait, et là, du coup, le fait de dire, je vais le faire pour vous. J'ai une équipe, on a des experts de chacun vient de domaines différents. Ancien clerc de notaire, ancien ingénieur du bâtiment, etc. Moi, en tant qui avait la casquette et financier, j'étais un peu conseiller en gestion de patrimoine aussi, et plus le côté investisseur, du coup, je suis déjà passé par là. Là, du coup, c'était royal, quoi. Pour eux, on t'enlève un petit peu. On parlait tout à l'heure de mon premier projet où j'ai fait toutes les erreurs. Mais en fait, c'est un peu tout ça que je viens leur mettre dans leur projet, mais ils ont économisé toutes les conneries que moi j'ai fait à l'époque, quoi. Ouais, donc tu viens en fait avec quelqu'un pour chacune des étapes après justement cette étape-là de j'ai visité, on fait quoi. Ouais, ça. Et là, soit tu es un peu sur des rails, où en gros ça suit, mais tu as quelqu'un qui vient vérifier que tu fais pas une connerie à un moment donné parce qu'il a déjà l'expérience d'être passé par là, tout ça. Et puis voilà, c'est rassurant. Et encore une fois, c'est des gens qui ont vraiment envie, mais qui manquent quelque chose pour le passage à l'action. Donc en fait, dans le cheminement, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le cheminement, il est juste logique. De créer cette boîte, c'était juste pour moi logique de dire... former les gens, leur donner tous les clés, tout ce que je pouvais savoir. Moi, je voulais vraiment à la fin du coaching qu'ils aient autant d'informations que moi sur la partie finance, le montage du dossier bancaire, qu'est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qu'on regarde quand on arrive dans un logement, attention, une fissure, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Alors, en tout cas, pour certains, c'est suffisant, mais pas pour la majorité, quoi. J'en ai eu en ligne... où ils ont tout, tu vois. Donc quand ils ont tout, c'est qu'ils ont la situation, ils ont l'apport, ils ont mis la formation. Dès que tu sors un an, ils ont la formation de tout le monde, tu vois. Il y a 13 000 € de formation qui sont déjà sortis et il n'y a pas de projet, tu vois. Parce que je sais pas, la Varangue n'est pas assez grande. Mais c'est pas ça le critère, en fait, tu vois. Soit ils vont chercher vraiment le mouton à 5 pattes, vraiment l'affaire du siècle, mais comme c'est marqué dans le nom, c'est une fois par siècle, donc tu peux pas attendre ça. Le temps, ça joue quand même quand tu es investisseur dans ton parcours. Et du coup, il vaut mieux des fois faire l'impasse sur certaines priorités que tu avais, ou en tout cas la vision que tu avais de ton logement. Dire voilà, ça je l'ai pas, mais c'est pas grave, au moins j'achète le premier et puis le prochain on verra, etc. Ce passage à l'action là, il est hyper important. En fait, en vrai, le déclic, c'est... J'ai eu deux personnes qui m'ont fait ce retour-là, en fait, sur les personnes qu'on a accompagnées avec Immo Malin, tu vois. C'est deux personnes qui m'ont dit que le vrai déclic, c'est après s'être relancé et être passé à l'action, c'est après avoir reçu le premier loyer. De dire, putain, en fait, j'ai une mensualité de genre 450, mon loyer à 700 en face. Waouh, ok, c'est comme ça que ça marche. Et de continuer à le recevoir après, en fait, qui fait que... j'échange avec Benjamin et je crois que Nicolas m'avait dit ça aussi. Le fait de voir le premier loyer rentrer sur son compte, j'ai dit ok, c'est bon, allez, let's go, le prochain. Tu dis qu'il y a un mec, tous les mois, il te fait un virement, il te paye sur ton compte.
c'était sympa. Et du coup, pour clôturer un petit peu ça, de ton côté, toi, une petite question à la fin là, c'est si tu n'avais pas acheté de l'IMO, qu'est-ce que tu aurais acheté à la place, tu penses? Je pense que ça serait de la bourse parce que pareil, moi encore une fois quand je suis rentré en banque, pour moi c'était trader, c'était machin. J'étais à la Société Générale à Bar-le-Duc, ça n'a rien à voir, mais en gros c'était le côté bourse, donc j'avais forcément pris un PEA, des comptes titres, j'essayais un peu de me renseigner à travers du coup mes études où tu apprends quand même à faire de la bourse, etc. Enfin t'apprends. Tu as des notions. Et du coup, ouais, j'étais parti un peu là-dedans, mais j'avais un peu lâché l'affaire. Et puis, dès que je me suis mis dans l'immobilier, j'ai complètement arrêté. Du coup, il y avait la crypto qui arrivait avec. Donc, pareil, un peu effet de mode. D'ailleurs, j'ai quand même payé mes frais de notaire sur une des dernières maisons à Terre Sainte grâce à la plus-value sur les cryptos. Mais voilà, je pense que c'est ce petit genre de truc qui m'excite un peu. Alors, moins à l'aise parce que j'ai moins la main. Tu vois, pour moi, l'immobilier, tu peux toucher, tu l'as là, tu sais, voilà, le locataire, tu le rencontres. Là, la crypto, ça reste assez flou. Enfin, en tout cas, pour moi qui ne suis pas formé tout ça là-dessus. Mais je pense que je serais parti là-dedans. Parce que d'ailleurs, dans la première formation que j'avais prise, c'est pas tangible après. Ouais, c'était assez global et t'avais bourse, t'avais du coup entrepreneuriat, mindset, etc. Et t'avais une notion bourse, crypto. Donc je pense que je serais parti là-dedans, je me serais formé sur ça et ça se trouve, je serais encore plus... Ou pas du tout. Oui, ou alors ou pas du tout. Tu aurais vendu au mauvais moment, tu aurais acheté au mauvais moment et ça aurait été cuit, tu vois. Et c'est quoi tes prochaines étapes toi, en tant qu'investisseur, là, IMO? En tant qu'investisseur, là, je suis en train de faire des devis pour faire du coup, cette maison-là, cette fameuse maison, pour faire une surélévation, en fait. En fait, c'est une toute petite maison qui est... qui est vraiment rez-de-chaussée, et j'ai possibilité avec le PLU de pouvoir monter un étage et en fait de pouvoir faire un petit studio parce qu'elle est vraiment juste à côté de la plage et tout, donc je sais que ça peut être un patrimoine quand je regarde le prix au mètre carré de ce que je peux acheter, pour le même prix, ce que je peux acheter en nombre de mètres carrés dans Terre Sainte, et si je le fais construire en faisant une petite surélévation sympa, ça va être ça le prochain projet. Et puis après d'autres projets professionnels sur d'autres activités toujours autour de l'immobilier, mais en tout cas en perso, c'est ça, c'est ce petit projet là de surélévation qui me permet d'avoir un nouveau bien entre guillemets pour pas trop cher. On parlera, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on va documenter ça, tu vois. Genre, là, on en parle de projet, après on parlera quand ça sera en cours et après quand c'est fini, pour que tu expliques un petit peu tes galères là-dessus. Ça marche. Merci. Merci Moïse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.